l'Empire romain a laissé une empreinte profonde sur notre monde moderne, droit, architecture, urbanisme, langue. Peu de civilisations ont autant façonné notre quotidien. Et pourtant, derrière cette avance remarquable, se cachent des pratiques et des croyances qui, aujourd'hui, nous paraîtraient pour le moins déroutantes. Imaginez un Romain projeté dans notre époque, il serait sans doute aussi surpris par nos habitudes que nous le sommes par les siennes. Car Rome, malgré sa puissance, cultivait des idées singulières, parfois mystiques, souvent inattendues. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 aspects méconnus et étranges de la vie romaine, des rituels protecteurs aux symboles divins les plus inattendus. Préparez-vous à découvrir une Rome que les manuels d'histoire n'osent pas toujours raconter. Bienvenue sur Rome décryptée, là où les mythes s'effacent pour laisser place à la vérité nue. Dans la Rome antique, certains objets revêtaient une puissance symbolique étonnante. Le fascinum, représentation sacrée du phallus, était vénéré comme un rempart contre le mauvais œil et les influences néfastes. Les prêtresses de Vesta, gardiennes du foyer et de la pureté domestique, veillaient sur cette effigie protectrice censée garantir la prospérité de l'État. Des amulettes phalliques, parfois miniatures, étaient portées dès la naissance, notamment par les garçons, pour conjurer les malédictions et renforcer la vitalité. Le rire ou la gêne provoquée par ces symboles était elle-même perçue comme un moyen de détourner les forces malveillantes. Varro, l'un des grands penseurs romains, évoquait l'usage de ces talismans dès le berceau, preuve de leur ancrage dans les rituels familiaux. Autre pratique singulière, les imagines, masques funéraires réalisés du vivant des citoyens illustres. Moulés sur le visage à l'apogée de leur vie, ils étaient exposés dans les demeures aristocratiques comme témoignage de grandeur et de filiation. Lors des cérémonies funèbres, ces masques étaient portés par des acteurs incarnant les ancêtres, créant un lien symbolique entre les générations et exaltant l'héritage civique. Polybe, historien grec ayant observé Rome de près, décrivait ces rites comme des moments solennels où le passé s'invitait dans le présent, renforçant le sentiment d'appartenance et de continuité. Ces masques, véritables monuments miniatures, incarnaient la mémoire, le statut et l'exemplarité. Dans la Rome antique, les rites funéraires atteignaient une intensité spectaculaire. Lors des cortèges des grands hommes, des comédiens portaient des masques moulés sur les visages des ancêtres illustres, incarnant leur stature et leur caractère avec une ressemblance troublante. Polybe, historien grec fasciné par ces usages, y voyait une source d'inspiration puissante pour la jeunesse romaine. Voir réunis, comme vivants, les figures de la vertu et de la gloire, éveillaient l'ambition civique. Certains enterrements prenaient des proportions vertigineuses. Le consul Marcellus aurait été honoré par 600 effigies, tandis que le général Sulla aurait fait défiler 6000 masques dans son cortège funèbre, soulignant l'ampleur de son héritage politique. Le chagrin, dans ces cérémonies, relevait autant du rituel que de la performance. Plus les cris étaient nombreux, plus la mémoire du défunt semblait honorée. Des pleureuses professionnelles, parfois étrangères à la famille, étaient engagées pour hurler, se lacérer les cheveux et se couvrir le visage de pigments, jusqu'à l'épuisement des larmes. Cette théâtralisation du deuil, jugée excessive, fut peu à peu proscrite des funérailles officielles. Les sépultures romaines accueillaient des objets variés, parfums, vêtements, mets et boissons, destinés à accompagner le défunt dans l'au-delà. Certaines tombes étaient équipées de conduits permettant de verser directement des libations dans le sol, comme si les morts pouvaient encore se nourrir des gestes des vivants. La perte d'un enfant, surtout s'il était décapité, suscitait une détresse profonde, considérée comme insurmontable. Et lorsqu'un individu mourait sous l'influence supposée de la lune, on croyait qu'il avait été frappé par Jupiter lui-même, maître du ciel et des ombres, rendant toute sépulture interdite. Son corps appartenait désormais aux dieux. Substance étonnamment précieuse, l'urine occupait une place centrale dans la vie quotidienne romaine. Utilisée pour l'hygiène corporelle, la médecine, la fabrication de cosmétiques ou comme engrais, elle était prisée pour sa teneur en ammoniac et en azote. Pline l'Ancien la recommandait pour nettoyer les mains tachées ou soigner certaines affections. Son usage agricole, notamment pour fertiliser les sols, était si répandu que l'empereur Néron instaura une taxe sur sa collecte et sa revente, preuve de sa valeur dans l'économie urbaine. Les festins romains, surtout chez les élites, étaient marqués par une démesure parfois déroutante. Sénèque dénonçait ces pratiques où l'on se faisait vomir pour prolonger le plaisir de manger, dans une boucle grotesque de consommation. Cette confusion a donné naissance à un malentendu célèbre. Le vomitorium, souvent pris à tort pour une salle dédiée au vomissement, désignait en réalité les couloirs d'accès aux gradins dans les amphithéâtres, conçus pour évacuer rapidement les foules. Suétone rapporte que l'empereur Claude, après s'être rassasié, s'endormait la bouche ouverte, tandis qu'un esclave plaçait une plume sous son ventre pour ralentir sa digestion. Cicéron évoque aussi les départs précipités de César, quittant les banquets pour se soulager. Ces scènes, bien que triviales, révèlent une société où le corps, même dans ses excès, était au cœur du rituel social. L'esclavage, pilier économique de Rome, reposait sur l'assujettissement des peuples conquis.
Les citoyens libres échappaient à cette condition, sauf en cas de condamnation. Pourtant, une exception troublante existait. Un père pouvait vendre temporairement son propre fils comme esclave en échange d'un accord contractuel. Ce droit n'était autorisé que 2 fois. Une 3e vente entraînait l'émancipation définitive de l'enfant. Le roi Numa Pompilius, soucieux de préserver la dignité des unions, modifia cette loi en exemptant les fils mariés, estimant qu'aucune femme ne devait se retrouver liée à un homme réduit à l'état d'esclave. Malgré leur réputation de peuple raffiné, les Romains toléraient des pratiques qui heurtent notre sens moderne de la dignité humaine. Les nourrissons jugés difformes, fragiles ou simplement indésirables pouvaient être exposés à l'extérieur, livrés aux éléments jusqu'à ce que la nature décide de leur sort. Bien que l'infanticide fût officiellement proscrit, les sanctions restaient dérisoires, et la coutume persistait dans l'ombre des lois. Privés d'eau courante, les Romains se nettoyaient en enduisant leur peau d'huile, qu'ils raclaient ensuite à l'aide d'un strigile, retirant ainsi sueur, poussière et impureté. Cette huile corporelle, notamment celle récoltée sur les gladiateurs après les combats, était considérée comme précieuse. Les femmes de l'aristocratie l'utilisaient comme élixir de beauté, persuadées de ses vertus aphrodisiaques. Pline l'Ancien en témoigne dans ses écrits, soulignant l'aura érotique qui entourait ces figures viriles. Dans une logique mêlant superstition et désespoir, le sang des gladiateurs tombés au combat était parfois consommé pour traiter l'épilepsie, surnommée la « maladie des tombeaux ». On croyait que l'énergie vitale d'un jeune homme foudroyé dans sa force pouvait être transmise aux malades. Cette croyance s'étendait à d'autres fluides corporels, et même à des objets imprégnés de leur essence. Après l'interdiction des jeux gladiatoriaux au 5e siècle, les malades se tournèrent vers les exécutions publiques, espérant recueillir le sang des condamnés. Certains allaient jusqu'à se battre pour accéder au corps encore chaud, dans l'espoir d'absorber leur vigueur. La Rome antique, souvent célébrée pour ses avancées juridiques, architecturales et philosophiques, révèle aussi, dans ses usages quotidiens, une complexité troublante. Derrière les marbres et les forums, se dessine une société où la beauté côtoie la brutalité, où le raffinement s'entrelace avec l'absurde et où les rites les plus intimes deviennent théâtre public. Qu'il s'agisse de l'abandon des enfants, de l'usage médicinal du sang ou de la taxation de l'urine, chaque pratique romaine semble porter en elle une logique propre, parfois déroutante, mais toujours révélatrice d'un rapport au corps, à la mort et au pouvoir profondément ritualisé. Explorer ces coutumes, c'est plonger dans une civilisation qui, malgré ses ombres, n'a jamais cessé de fasciner. Car Rome ne fut pas seulement un empire, elle fut un miroir tendu à l'humanité, dans toute sa splendeur et ses contradictions.